Salut, jeune investisseur. Tu en as marre de galérer et tu veux t'enrichir rapidement? Alors, je vais t'expliquer dans cette vidéo, avec ma méthode, tu vas devenir millionnaire en moins d'un an grâce aux cryptos. Non alors, bon, vous inquiétez pas, on est en direct dans le studio de Boursorama pour le 3e numéro de cette série de webinaires organisés tout au long de cette semaine de l'éducation financière. Mais cette phrase, ce type d'accroche, eh bien, vous l'avez forcément entendu dans une pub sur YouTube, sur Instagram. Et puis, il faut le dire, vous avez peut-être été un petit peu alléché par la proposition. Bah oui, pourquoi pas finalement. Ça tombe bien, hein, puisque le thème de cette semaine de l'éducation financière, c'est « Think before you follow, wise money tomorrow ». Ça a été traduit en français par « Ne suis pas n'importe qui pour tes finances ». Privilégie la vigilance parce que, bah oui, ils ont débarqué un beau jour dans l'écran de nos smartphones pour partager. Alors au départ, c'était leur vie, leur galère, leur coup de cœur, c'était très sympa. Et puis aussi peut-être un petit peu pour conseiller des produits, ils se sont les influenceurs. Sauf que côté conseil, eh bien, on est passé des recommandations sur les crèmes de beauté ou les derniers écouteurs Bluetooth à des produits financiers avec des impacts potentiellement beaucoup plus importants, beaucoup plus graves pour les gens qui suivent ces recommandations. Alors, faut-il suivre ou pas les conseils de copy trading, de placement dans les cryptos, comment repérer aussi les faux produits financiers très alléchants qui sont en fait de vraies arnaques financières? On va parler de tout ça avec nos deux expertes sur le plateau ce soir. Jeanne Leminière, PDG de EasyWeb, une start-up qui a pour objectif de rendre l'éducation financière accessible à toutes et tous. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Laurent. Et puis Amélie Parizeau, directrice de pôle autonomie et expérience client chez Boursorama. Bonsoir Amélie. Bonsoir Laurent. Bon, voilà. Entrée un petit peu provoque. En tout cas, ce webinaire est le vôtre. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en direct. On y répondra. On va commencer par un truc très simple avec vous, Jeanne, parce que finalement, c'est une question qui est revenue à de nombreuses reprises au moment de l'inscription. Les gens nous ont demandé, Kim, en quoi un influenceur ou un finfluenceur est différent d'un conseiller bancaire? En quoi est-il différent d'un journaliste financier? Ce qui montre bien que dans la tête des gens, c'est pas forcément très clair. Non, et pourtant, trois activités bien différentes. Oui, hein. Donc, le finfluenceur, si on reprend un petit peu la définition, qui vient de la base du mot influenceur, du coup, qui est une personne qui va influencer finalement ses abonnés via ses réseaux sociaux sur la consommation ou l'opinion. Donc, le finfluenceur, lui, va être ni plus ni moins qu'un influenceur spécialisé dans le domaine financier. Alors, qu'est-ce qui le différencie aujourd'hui d'un conseiller bancaire? Déjà, tout simplement, une formation. Oui, hein. Déjà, la base. Exactement. Ouais. Votre conseiller bancaire, aujourd'hui, va être agrémenté de certaines certifications qui lui permettent de faire du conseil financier, de proposer des produits financiers. Donc, je pense notamment à la certification AMF ou encore la certification assurance, notamment le niveau 1 et 2, souvent, qui sont les premiers niveaux. Donc, déjà, une différence majeure entre le finfluenceur et le conseiller bancaire. Bien que certains finfluenceurs sont quand même en activité aujourd'hui et ont parfois une activité parallèle à leur création de contenu, donc ils peuvent très bien travailler. Ils peuvent être certifiés aussi. Tout à fait. Ouais, ça, c'est possible. Exactement. Et ce qui les différencie également d'un journaliste financier, lui, le journaliste, il va plutôt avoir un rôle de décryptage de l'information économique et financière, donc il va être un peu moins dans le conseil, comme on peut l'entendre. Ouais, et puis on ajoute que certains journalistes financiers, ils signent aussi une charte de déontologie quand ils parlent notamment de bourse. Ça nous amène finalement directement à deux questions. Finalement, comment ces influenceurs, ces finfluenceurs gagnent de l'argent? Et puis, question aussi qu'on est nombreux à se poser, dans quel cadre légal ils évoluent? On a parfois l'impression, il faut le dire, qu'ils ont beaucoup, voire peut-être beaucoup trop de liberté. Oui, tout à fait. Alors, sur le mode de rémunération, dans un premier temps, on va en retenir deux principaux. Il va y avoir la collaboration commerciale, c'est le plus répandu, si je puis dire. C'est-à-dire qu'un influenceur va proposer un produit sur ses réseaux sociaux, que ce soit en story ou sur un post Instagram, par exemple, et il va être rémunéré directement pour cette story ou ce post-là. Oui. Et on va retrouver aussi le système de l'affiliation, sur lequel je pense qu'il est intéressant de s'arrêter, puisqu'il y a beaucoup d'arnaques financières finalement qui tournent autour de ce système de rémunération. C'est-à-dire qu'un influenceur va pouvoir proposer un produit, et plus ses abonnés vont acheter le produit, plus il va gagner de l'argent.
Donc par exemple, si on prend le copy trading, on en a parlé un petit peu en introduction. Donc on a beaucoup d'influenceurs qui vont finalement orienter leurs abonnés vers des plateformes d'investissement. On explique peut-être rapidement le copy trading, Jeanne. Alors c'est des influenceurs qui vont orienter finalement leurs abonnés sur des plateformes d'investissement et ils vont finalement leur donner des signaux, des positions à suivre sur les marchés financiers. Et donc ils suivent un petit peu ce que leur dit. Faites comme moi, je fais du trading, ça marche super bien, vous allez vous enrichir comme moi je m'enrichis, quoi. Exactement. Et sur ce système, sur cette arnaque de copy trading, finalement, plus il y a d'abonnés qui vont sur cette plateforme d'investissement, plus l'influenceur est rémunéré. C'est-à-dire que par abonné, il doit toucher 500, 600, 700 euros. Et donc, il cumule comme ça sa rémunération, et ce qui l'entraîne aussi forcément à pousser ses abonnés davantage quand il a ce système de rémunération. Il y a un encadrement légal quand même de l'activité de Finfluence, ça s'est précisé un petit peu? Ça s'est précisé récemment. C'est vrai que l'avènement des réseaux sociaux ont créé de nouvelles activités. Ça a été beaucoup plus rapide que le législateur, on a l'impression. Comme toujours, comme très souvent. Donc ça a été réglementé pour la première fois en juin 2023 de mémoire. Donc c'était une loi qui visait à lutter un peu contre les dérives des influenceurs et donc qui ont imposé notamment la transparence, c'est-à-dire que les influenceurs aujourd'hui ont l'obligation de mentionner lorsqu'ils font une collaboration commerciale. D'accord. Ils vont aussi avoir l'obligation de vérifier l'exactitude des informations qu'ils vont dire sur leur propre réseau. Et ils vont surtout avoir des interdictions. Et c'est là que c'est intéressant, puisqu'ils vont avoir notamment l'interdiction de promouvoir des produits autour de la chirurgie esthétique, par exemple, du tabac, et des crypto-monnaies et des services financiers. Donc, ce qui nous laisse penser que potentiellement à venir, nous aurons de moins en moins d'influenceurs qui nous proposeront des produits financiers sur les plateformes. Je crois, Jeanne, peut-être que je me trompe, mais de mémoire, il y avait eu une condamnation, je crois, de Nabila sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin, justement, pour le côté un peu trop équivoque de sa recommandation sur les cryptos. Oui, tout à fait. On a eu Nabila, on a eu Marc Blatta aussi qui a fait énormément parler, et puis notamment parce qu'il ne mentionnait pas la notion de risque. C'est vrai que tout investisseur est averti sur la notion du risque lorsqu'on fait un investissement. Risque de perte en capital, le côté bancaire, on n'arrête pas d'en parler tout le temps. Voilà. Exactement. Et c'est forcément des choses que les influenceurs ne mettent pas en avant pour favoriser finalement les abonnés qui vont aller sur ce type de plateforme. On n'est pas là ce soir pour dire tous les finfluenceurs sont des arnaqueurs et autres, mais on a reçu aussi beaucoup de questions de savoir justement qui disaient mais finalement dans cet océan d'influenceurs, de finfluenceurs, comment je peux reconnaître les bons des moins bons? Est-ce qu'il y a des critères de qualité, Jeanne? Alors, on va avoir des indicateurs clés qui vont être relatifs plutôt aux réseaux sociaux, c'est-à-dire que, d'abord, on va regarder le nombre d'abonnés, le nombre d'impressions sur les posts, le nombre de vues, mais on se rend compte quand même que c'est des indicateurs qui ne suffisent pas, surtout quand on parle de finances personnelles, sur lesquelles il va falloir se baser sur d'autres critères, notamment d'abord la transparence. Je pense que c'est très important, notamment quand on parle de finances, produits financiers ou finances personnelles. Il y a certains influenceurs aujourd'hui qui partagent leur portefeuille, qui expliquent pourquoi ils font certains choix financiers, et je trouve que c'est plutôt gage de confiance, en tout cas, de s'inspirer de conseils d'une personne qui est totalement transparent sur ce que lui-même fait dans sa vie. Et puis, il va aussi falloir s'intéresser aux canaux de communication. Il y a énormément de fraudes aujourd'hui qui existent, surtout de fraudes financières, où les influenceurs renvoient leurs abonnés sur des messageries cryptées, type Telegram, etc. Donc, je pense que ça, c'est un énorme warning. À partir du moment où on vous change de plateforme, stop. Et puis, le dernier critère, je pense, qui est important à regarder, c'est la cohérence entre la personne, l'influenceur en lui-même, et ce qu'il a pu faire dans sa vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a LinkedIn qui est assez intéressant pour ça. On peut vérifier aussi un petit peu quels ont été les antécédents de cette personne, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, quelle est sa vie professionnelle, pour s'assurer qu'il soit un minimum qualifié pour nous recommander certains produits financiers ou autres stratégies. Ah oui, LinkedIn, un réseau social auquel on ne pense pas forcément, mais qui peut être aussi une bonne façon de vérifier ça. Je vais vous demander peut-être quelque chose d'assez personnel, mais là aussi, beaucoup de gens se demandent, est-ce qu'on pourrait avoir quelques noms de finfluenceurs sérieux, voilà, peut-être vos chouchous, vos coups de cœur à vous, Jeanne, les gens que vous aimez bien. Eh bien, moi, je m'inspire beaucoup et je suis beaucoup Nicolas Chéron et Nicolas Pajot, notamment sur toute la partie éducation financière. J'aime beaucoup aussi les fiches volantes de Guillaume Simonin. D'accord. On connaît tous maintenant. Donc là, plutôt sur la côté finances personnelles. Et puis, j'aime beaucoup aussi Joachim Savigny.
Savini qui nous apporte beaucoup de contenu, notamment sur LinkedIn, autour de la gestion de patrimoine. D'accord, donc gestion de patrimoine, finance personnelle, c'est un petit peu ça, et un peu investissement boursier pour les premiers? Un petit peu investissement boursier, exactement. Bon, à l'inverse, on a vu voilà, le bon côté, les gens sérieux. Comment, vous avez déjà un petit peu évoqué la messagerie cryptée, quels sont les autres signaux, les autres indicateurs où on se dit attention, là, c'est peut-être pas sérieux au mieux, ou c'est peut-être carrément une arnaque? Je pense qu'effectivement, comme on l'a dit juste avant, les indicateurs clés aujourd'hui ne permettent plus de s'assurer de la certitude. C'est pas parce qu'on est connu qu'on fait du bon travail, en gros. Exactement. Ouais. On a cité Nabila qui a des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et qui pourtant, ça n'a pas empêché de faire certains placements un peu frauduleux. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut surtout se tourner vers le contenu ou l'approche que les influenceurs vont pouvoir avoir du sujet. Je pense qu'il y a certaines phrases clés, il y a certains comportements qui peuvent alerter. Type, si vous voulez devenir riche en un an avec ma formation. Ah, c'est ce que j'ai dit au début, ça. Exactement. Ah, là, j'étais dedans. Hein. C'était plein dans le mille. Ah, mince. On va avoir aussi ceux qui vont mettre un peu de pression aussi sur leurs abonnés. Ouais. Voilà, c'est une offre limitée, vous avez 2 heures, allez-y à fond. Bon, c'est pareil, je pense que ça, c'est un... Je crois justement que vous nous avez préparé un petit jeu, là, pour moi et Amélie, Exactement. de savoir si on savait reconnaître les bons et les mauvais signaux, c'est ça? Exactement. L'idée, c'est Amélie est prête? Ah, prête. Ouais, Bon, ok. super. Je vais vous donner quelques phrases qu'on pourrait entendre dans le contenu des influenceurs. Ouais. Et vous me dites si c'est un red flag ou un green flag. D'accord. Ok. Donc red flag, pour les vieux comme moi, c'est pas bon. Green Alerte flag, rouge. on peut y aller. Alerte rouge. Allez, on est prêt. C'est parti. Bon, alors si vous tombez sur une vidéo d'un influenceur qui vous dit « Faites toujours vos propres recherches et diversifiez vos investissements ». Ça, c'est bien. Ah oui, C'est un green bah oui. flag. Mais sur un Nous aussi, green on flag. n'arrête pas de dire qu'il faut diversifier sur Bourse Banque, alors voilà. On est d'accord. C'est Bon. un type d'influenceur qui va influencer l'éducation financière, encourager l'éducation financière, et donc on est effectivement sur un green flag. Ouf. Alors, deuxième contenu. Avec mon programme, tu peux multiplier ton argent par 10 en quelques semaines. Ah ouais, ça j'ai tellement envie que ce soit un green flag, mais malheureusement, je crains que ce soit quand même un petit peu inquiétant. Non, oui, c'est un peu inquiétant. Dès qu'on va proposer des gains très rapides, c'est souvent un red flag, hein, on le sait. Donc, Gain rapide, et Jeanne, un truc qui est marquant, moi je trouve, c'est que souvent ces influenceurs ne font jamais mention du risque. Le risque est totalement absent, c'est que du bonheur. C'est Tu ça. places, tu deviens riche, c'est chouette, sur des cryptos, des trucs qui sont qui peuvent être hyper volatiles. Le risque est inexistant. Inexistant. Ouais. Je ne sais même pas s'ils sont au courant qu'il y a du risque. Eux-mêmes, puisqu'ils n'ont probablement pas fait, c'est les investissements qu'ils recommandent, c'est ça. donc ils ne sont peut-être pas au courant. Bon, méga green flag, le millionnaire en une semaine, un an, même un an, hein, c'est moyen, ça marche pas en fait, ça marche pas. Si je vous dis, je te vends un accès privé à mes signaux d'achat et de vente pour suivre mes trades gagnants. Red flag. Red flag. Ouais, encore qu'on pourrait se dire que les gens peuvent faire du copy trading sérieux. Ça pourrait être une. pourrait être. Ouais, Ça mais pourrait. c'est vrai que c'est un peu ambivalent là. Hein. Ouais, Le problème, c'est qu'on est trompé. ouais. C'est les trades gagnants Ouais. qui posent... Exactement. Yeah. Et puis, combien de trades gagnants pour combien de trades perdants? C'est ça. C'est toujours. C'est la vision globale de l'activité du influenceur et Exactement. pas juste ce qui fonctionne. Tout à fait. Parce que là aussi, on pourrait se dire, finalement, voilà, il m'a montré, oui, ça marche. Je fais la même chose. Mais on n'a peut-être qu'une vision, et là aussi, c'est à bien comprendre, une seule vision de son portefeuille, celle qui est belle, entre guillemets, et C'est ça. puis à côté, on ne voit pas ce qui se passe. Cache un petit peu le poteau rose. Ouais. Si je vous dis, mon contenu est purement éducatif, je ne donne pas de conseils en investissement personnalisé. C'est bien ça. On est en green flag. Ouais. Donc c'est ce qu'on apprend en formation en tant que gestionnaire de patrimoine. Il n'y a pas de stratégie d'investissement universelle, hein, c'est propre à chacun, propre à sa situation familiale, à son âge, est-ce qu'on a des enfants, on n'a pas d'enfants. Donc effectivement, c'était un green Un flag. green flag. Investir comporte des risques. Il est important de bien se renseigner avant de prendre une décision. Mais oui, ça Mais oui. c'est le méga green flag. Exactement. Les risques de perte en capital. On pourrait même ajouter les performances passées ne présagent pas des performances futures. Voilà, toutes ces choses que quand on est un acteur bancaire, on rappelle quotidiennement, mais c'est pas sans raison, c'est aussi parce qu'effectivement, quand on évoquait hier sur ce plateau le couple rendement-risque, quand on va chercher des produits qui ont du rendement, on s'expose aussi à un certain niveau de risque. Toujours. Ouais. Si je vous dis, dépêche-toi, c'est une opportunité unique, il reste peu de place. On a un petit doute là quand même. Hein. Mais peut-être. C'est possible. Bon, on est évidemment sur un red flag, hein, dès qu'on a une certaine pression, dès qu'on pousse à aller le plus vite possible. Attention, warning.
Si tu investis dans cette crypto-monnaie, tu seras millionnaire en 1 an. Ouais, celui-là. Ce serait formidable. Ouais. Ce serait vraiment sympa. Et ça peut être le cas, mais il n'y a pas de certitude. Il n'y a pas de certitude. Je pense que si on était effectivement sur le mouvement du Bitcoin, on va dire au moment de l'élection de Donald Trump, on pouvait faire une très belle plus-value. Après, il a beaucoup baissé. Et ce qu'on pourrait dire, Jeanne, aussi, c'est que les gens qui seraient tentés d'investir sur le Bitcoin aujourd'hui, peut-être plus qu'un long discours, regardez l'évolution du Bitcoin sur 5, 10 ans. Pourrait voir qu'il y a des très hauts, il y a des bas aussi, et que la courbe, elle n'est pas flat. Hein. On est tous voulu de ne pas investir dès le début. C'est ça, c'était à 1 $ ou presque. C'est ça. Ces ordinateurs qu'on a mis à la benne avec les produits crypto qu'on avait achetés pour voir parce que ça avait l'air rigolo. Hein, ah ouais. Merci les dealers. Si je vous dis n'investissez jamais de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Ouais. Très bien. Sans un green flag, hein, effectivement, un rappel d'une règle essentielle de la gestion financière responsable. Et enfin, si je vous dis, regarde mes voitures de luxe et ma villa. Si tu veux la même chose, abonne-toi à ma formation. Ah oui, tant qu'à faire. Méga red flag, pardon. Méga red flag, On se souvient d'ailleurs que l'AMF a fait une campagne de pub, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur Instagram, où ils montraient effectivement des influenceurs dans des villas superbes et autres, avant de dire, ah bah non, vous voyez, en fait, la villa est louée, la limousine est louée, et en fait, là-dedans, c'est vous qui contribuez à la fortune de l'influenceur. Bon, on s'en est pas mal tiré, Amélie, quand même. Mais très bien. Hein, très bien, bravo. Bon, on peut avoir le sentiment, peut-être les gens qui l'ont, ils disent, oh non mais ils sont gentils, mais ils enfoncent des portes ouvertes, là, on connaît tout ça par cœur. Sauf que, Jeanne, tout le monde connaît ça par cœur, mais là aussi, les autorités de régulation, l'AMF, la CPR, nous disent que chaque année, le nombre d'arnaques de ce type augmente quasiment de façon constante, en fait. Ouais. On en a de plus en plus, on s'en rend compte aussi, hein, nous, du côté bancaire, auprès de nos clients. C'est une catastrophe, il y a beaucoup plus d'influenceurs. En fait, on voit qu'il y a beaucoup plus de créateurs de contenu aussi sur les plateformes, beaucoup plus de liberté, on en a donc un petit peu tout à l'heure. La réglementation n'est pas encore vraiment mise en place. Sèche, on va dire, elle est encore un petit peu light. Donc effectivement, il faut se prémunir. On peut espérer qu'on ait une amélioration dans les années à venir, notamment avec cette réglementation, mais pour l'instant, attention. Voilà, donc on va répéter, marteler les bons réflexes. Bon, c'était pas mal cette petite mise en situation. Bon, de toute façon, ça n'avait aucun secret pour vous, Amélie. Mais justement, on va regarder un petit peu au-delà des influenceurs. On voulait forcément aussi traiter du sujet des arnaques bancaires, parce que là aussi, là pour le coup, on est carrément dans le domaine de la fraude. Il n'y a plus de sujet, il n'y a plus de débat. Mais ils font preuve d'un talent, d'une imagination parfois sans limite. On va regarder un petit peu quels sont les cas principaux et puis les façons de les mettre en échec. Déjà, justement, peut-être état des lieux de votre expérience, des situations, des arnaques les plus fréquentes. Aujourd'hui, c'est une photo à l'instant T. Ça ne veut pas dire que demain, ce ne sera pas encore un petit peu différent. Parce que les arnaques se multiplient, se diversifient aussi, mais certaines reviennent quand même fréquemment. Je vais parler des 4 principales. Donc, on en a parlé là, du copy trading et des crypto-monnaies. Donc, on a des influenceurs et des plateformes peu fiables qui vous promettent des rendements incroyables quand vous suivez en fait leur stratégie d'investissement où vous achetez donc des cryptos. En réalité, les promesses sont parfois trompeuses, on l'a dit, et donc les investisseurs perdent leur argent. On a aussi donc les faux placements bancaires. Donc on voit de plus en plus... Super livret, je crois. Hein. Exactement. 9% garanti. C'est ça. C'est des taux exceptionnels. En fait, on voit bien que sur la... Là, Amélie, c'est peut-être plus facile de se faire avoir. Parce qu'on se dit, c'est pas devenez millionnaire, c'est 9% garanti. Si on ne suit pas de près le livret A, on dit, 9% garanti, pourquoi pas finalement. Mais non, même ça, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je pense que ce qui est important, c'est aussi de regarder ce qui est fait, de faire ses propres recherches aussi, d'aller sur les sites des établissements bancaires, de regarder quels sont les taux qui sont appliqués sur la place. Et de comparer. Effectivement, si on propose un taux, si les banques en fait, de la place proposent un taux aux alentours de 2-2,5% et qu'on vous propose un taux à 6-8%, là c'est alerte rouge, il ne faut pas y aller. Donc effectivement, on a ces faux placements financiers qui représentent une grande partie aussi des arnaques aujourd'hui. On a les arnaques au phishing. Donc on reçoit parfois des SMS, des emails qui vont imiter votre banque, mais aussi des organismes officiels comme les impôts ou des plateformes connues, donc comme Amazon ou Mondial Relais.
Et là, on vous invite. Au colis, ça aussi. Voilà, les arnaques au colis, c'est un peu le classique en ce moment. C'est une arnaque là on a peut-être tous reçu ce type de SMS. Le colis ne rentrait pas dans la boîte aux lettres. Alors il va falloir donner vos informations personnelles et votre numéro de carte, on ne sait pas pourquoi, pour que vous alliez chercher quelque part. Exactement. Voilà. Donc vous avez un lien dans ce fameux SMS ou cet email où on vous demande de saisir vos identifiants et parfois même vos coordonnées bancaires. Et on a le plus, allez, je le dis dégueulasse, celui de votre enfant qui a changé de téléphone portable parce qu'il l'a cassé. Exactement. Et qui est en galère et vous devez le rappeler et tiens, rappelle-moi ce voilà. Sur WhatsApp, j'ai perdu mon téléphone, rappelle-moi, j'ai besoin d'argent. Ça c'est plutôt nouveau, ça montre aussi que ça évolue. Tout à fait, ça évolue vite, donc il faut rester informé, c'est important justement pour éviter de tomber dans ces pièges. Et puis, donc ça, c'est vrai que l'arnaque au phishing, c'est quelque chose qui revient, mais bon, il se diversifie aussi sur le type de plateforme. Donc, il reste vraiment à la page. À la page, exactement. C'est toujours très innovant, donc il faut faire très attention. Puis, il y a une arnaque aussi fréquente, c'est l'arnaque aux faux conseillers financiers. Donc là, un individu se présente au téléphone comme étant un conseiller de votre établissement bancaire. Et donc, il prétexte qu'une opération suspecte a été détectée sur votre compte, parfois un virement frauduleux ou un piratage de votre espace client. Et il vous demande parfois de réaliser un virement qui est censé être une mesure de sécurité. Ouais. Voilà, on vous explique qu'il faut tout de suite sécuriser votre argent et réaliser un virement sur un RIB qui est fourni lors de cet appel téléphonique. Et en réalité, l'argent est transféré sur le compte des escrocs. Et ça, effectivement, c'est très, très répandu. Et c'est très répandu, effectivement. Bon, voilà pour ces situations. Si on rentre un petit peu dans le détail, peut-être justement aussi pour savoir un peu à la manière de ce que faisaient Jeanne, les green flags, en tout cas les moments où il faut avoir les bons réflexes, si on casse tout ça en différentes étapes, comment ça se passe ? Alors, ça se passe en général, c'est un peu toujours pareil, en 4 étapes. Donc, la première étape, c'est l'appât. Donc là, le fraudeur va utiliser des publicités, des emails, des SMS pour attirer votre attention. Il va aussi jouer sur des promesses de gains rapides ou utiliser des faux avis de clients satisfaits. Ah oui. Donc ça, il faut faire très attention. La deuxième étape, c'est la mise en confiance. Donc une fois que le contact est établi, il va essayer de gagner votre confiance. Donc là, ça passe par des sites internet très professionnels. Vous avez aussi des documents bien rédigés. Et même des conseillers au téléphone qui semblent très compétents. Et très sympas. Et très sympas. Très sympas. Très sympas. Très au fait du fonctionnement bancaire. Et très au courant, effectivement, et très formés, en fait, effectivement, sur le fonctionnement. Voire même, quelquefois, ils vous demandent plus de papier. Ah, bah, il faudrait plus de justificatifs pour être sûr que. Un peu de zèle aussi, il faut faire attention. Effectivement. On se dit, ah, bah, tiens, c'est sérieux quand même. Il me demande tout sur ma vie, ça doit vraiment être très, très sérieux. Voilà. Donc, il faut garder l'esprit. En fait, donc la mise en confiance, effectivement, mais je pense que là où ça devient, où ça peut faire réagir, ça vient souvent, c'est la pression. Jeanne en parlait. Les escrocs, ils vont jouer sur l'urgence. Et ça, c'est pour vous éviter de réfléchir. Donc, il faut se poser. Un bon investissement se réfléchit. Si on vous appelle, on vous dit qu'il faut faire les choses immédiatement, c'est une offre unique, vous allez la rater, vous allez louper l'occasion, etc. Vous allez vous en vouloir toute votre vie. Voilà, je pense que là, c'est alerte rouge. Il faut respirer un bon coup et réfléchir, c'est important. De se poser. Et évidemment, la quatrième étape, malheureusement, c'est toujours la même, c'est le vol. À partir du moment où l'argent est transféré, les fraudeurs disparaissent et les victimes, en fait, se rendent compte trop tard qu'elles ont été piégées. Ouais. Donc voilà, un mécanique qui se referme. Moi, je retiens vraiment, je pense, le point le plus particulièrement dans ce que vous avez dit, Amélie, c'est de prendre son temps. De prendre son temps. Prendre son temps, réfléchir. On pose le téléphone, on se dit, mais attends, ça a l'air super comme ça, mais vous parliez du contexte concurrentiel. Si toutes les banques qui sont disponibles en France, les différents organismes de finance n'arrivent pas à sortir ce type de produit, pourquoi cet organisme que je ne connais pas, lui est capable de faire un tel produit? Bon, voilà. Là aussi, c'est du bon sens, mais souvent, quand on est pris dans la spirale, parce que c'est ça aussi, c'est un petit peu dans ce système de relations sociales très fortes où on n'arrive plus à avoir ces bons réflexes. Allez, 5 choses essentielles pour se prémunir contre ça. On en a vu une, il y en a certainement. Il y en a plus, effectivement. La première, je pense, c'est une règle simple,
Si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est probablement une arnaque. Voilà. Donc déjà, je pense que ça, il faut le retenir. On l'a dit, les taux, 9% sans le risque. 9% sans risque, en fait, l'oublie. c'est ça. Je pense que le rendement risque, il est important. Si un rendement est élevé, il y a forcément effectivement un risque derrière. Donc voilà, il faut vraiment garder ça en tête. Je pense que toujours vérifier sa source aussi, c'est important avant d'investir. Donc ça, on l'a dit, hein, vous avez la possibilité de vérifier si l'entreprise est enregistrée auprès, par exemple, sur le site de l'AMF. Oui. Hein, vous avez une liste qui est mise à jour régulièrement, donc il ne faut pas hésiter à la consulter. Il y a des listes blanches et des listes noires. Il y a des listes noires, Ouais. exactement, d'organismes qui n'ont pas le droit d'exercer en France. Donc vous pouvez les consulter, on vous invite à le faire, c'est important. Et chercher aussi des avis indépendants. Hein. Je parlais tout à l'heure d'avis, de faux avis, d'avis fictifs. Donc pas hésiter aussi d'aller regarder et de faire ses propres recherches. Et puis de ne pas cliquer sur les liens. Je pense que c'est quand même important quand on vous envoie des liens dans des publicités, des SMS et des emails. Il vaut mieux aller faire ses propres recherches. Donc aller sur un navigateur internet et taper l'adresse du site officiel. Oui. Ou de contacter via les canaux officiels également. Donc si vous avez un conseiller au téléphone, le mieux c'est de raccrocher et puis de rappeler votre établissement bancaire avec les canaux. Repartir sur une source fiable. Sur une source fiable, exactement. Un petit truc aussi que j'ajoute qui n'est pas inutile, c'est, admettons, on vous présente le produit miracle et vous tapez sur Google produit miracle plus arnaque. Et là, vous voyez des avis de gens qui ont peut-être déjà été contactés avant vous et qui disent « Attention, je me suis fait appeler, j'ai envoyé des sous, j'ai jamais vu. » Donc ça aussi, c'est une façon de vérifier s'il y a déjà un historique, une activité. Puis Jeanne parlait de LinkedIn, votre super conseiller trop sympa qui a l'air de trop bien maîtriser, ça peut être aussi, alors c'est pas garanti 100%, Non, il faut le dire, sûr. mais ça peut être un faisceau d'indices supplémentaires pour voir, tiens, finalement, il n'existe pas. Voilà. Et donc, on l'avait dit, la pression, donc jamais céder à la pression, à la précipitation. Voilà, donc ça, c'est quand même essentiel et ça revient très souvent dans les types d'arnaques. Et puis la dernière, je leur conseillerais de se former. On l'a dit, l'éducation financière est essentielle. Donc, se former auprès de sources fiables. Jeanne, par exemple. Oui, on pourrait citer Boursorama, portail d'information. Il y a plein d'informations, mais c'est vrai, instant pub. Jeanne, parlez-nous un petit peu plus de d'EasyWeb. C'est quoi alors le concept? Alors le concept d'EasyWeb, c'est de proposer des solutions autour de l'éducation financière, mais à destination des jeunes, donc les enfants et les étudiants. D'accord. Donc, enfants à partir de quel âge? À partir de 7 ans. En fait, nous, on a repéré 2 grands acteurs qui sont aujourd'hui en mesure d'apporter cette éducation financière aux jeunes. On a la famille d'un côté et l'école. Oui. Qui ont un rôle différent mais très complémentaire. Donc nous, on a décidé de créer des solutions à destination de ces 2 acteurs. Donc on va retrouver EasyBook qui lui est plutôt à destination des familles, donc un cahier d'activités pour petit peu inclure les discussions d'argent au sein de la famille, apprendre aux enfants. Dès 7 ans, l'argent de poche, c'est très concret, on peut le dire. Ils comprennent très vite quand on parle d'argent. Les cahiers d'activités, quand ça parle d'argent aussi, ils vont très vite pour les finir. Les maths, ça va mieux à ce moment-là. Exactement. Okay. Et puis sur la partie plutôt étudiante, c'est donc école, on propose des solutions digitales, donc une plateforme de formation en e-learning et une application qu'on commercialise directement auprès des écoles pour qu'elles puissent l'offrir à ses étudiants. Avec la belle mission derrière d'essayer d'intégrer l'éducation financière de manière obligatoire. École, là aussi, pour quel âge? C'est quoi, collège, lycé Alors là, on est plutôt post-bac. Post-bac, d'accord. Ouais, donc dans les universités. Oui, université, école de commerce, centre de formation. On n'a pas de limite, mais c'est vrai qu'avant, c'est l'éducation nationale. Et c'est beaucoup plus compliqué de faire rentrer un nouveau concept au sein de l'éducation nationale. Donc, on s'est dit, dans un premier temps, on va prendre plutôt le marché des étudiants qui est beaucoup plus accessible. Et avec là aussi, j'imagine, vous avez fait une petite étude de terrain, un constat. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes Français, ils sont, Jeanne, bien formés sur la finance, sur la façon dont ça fonctionne? Du coup, peut-être plus sensibles aux arnaques, ou est-ce que ça patauge un petit peu? Oui, ça patauge un petit peu. Donc nous, on donne aussi des cours d'éducation financière au sein des écoles. Donc on intègre des matières dans la filière qui donnent lieu à examen final, etc. Et on se rend compte au contact des jeunes qu'ils en ont vraiment besoin. Je rencontre des jeunes qui me disent « Moi, j'ai fait un crédit étudiant et j'ai tout mis sur le Bitcoin. » T'as une épargne de sécurité? Non, c'est quoi? Une épargne de quoi? Oui, exactement. Donc là, on se dit, en fait, on part du haut de la pyramide et il faut déconstruire la pyramide, en fait. Donc leur redonner les fondations et essayer de leur apporter un peu des connaissances. Donc non, on se rend compte qu'il y a un vrai besoin et que c'est essentiel aujourd'hui de les former parce qu'on se rend compte que par les réseaux sociaux, notamment, ils sont beaucoup plus confrontés à des créateurs de contenu.
pas forcément mauvais, hein, qui peut être bon aussi. Bien sûr. Mais ils ont accès beaucoup plus facilement à l'information et donc c'est important aussi qu'ils soient sensibilisés le plus tôt possible pour éviter de tomber dans toutes les arnaques qu'on a pu voir aujourd'hui, quoi. Et puis, il faut le dire aussi, l'information institutionnelle, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de mentions légales, il y a beaucoup d'avertissements, elle est forcément moins naturelle, moins simple qu'un influenceur qui va dire « Attends, mais écoute, moi je vais t'expliquer comment ça se passe et tout va, bien se passer. Et tout va bien se passer, sauf que c'est pas toujours le cas. Justement, côté bourse banque, Amélie, qu'est-ce qu'on met en place? Quelles sont les différentes parades qu'on essaye on renforce les serrures, les portes, les fenêtres pour que ces escrocs ne passent pas? C'est vrai. Alors, Boursobank joue un rôle important dans la prévention, mais aussi dans l'accompagnement de ses clients dans leurs opérations au quotidien. Donc, pour nous, la sécurité de nos clients, c'est une priorité absolue. Et donc, on intervient vraiment à tous les stades. On intervient en amont par des actions de prévention. Donc, ça passe par des campagnes d'information régulières. Donc, on communique avec nos clients par email ou depuis des notifications via l'application, avec des articles sur notre site internet. Oui. Là, l'objectif, c'est vraiment de les informer des nouvelles méthodes de fraude, mais surtout des bonnes pratiques à adopter pour éviter d'être piégés. Et bien sûr, on adresse aussi des messages lors de la réalisation de leurs opérations, notamment de sortie de fonds, qui pourraient entraîner en fait. C'est là où c'est le moment critique. Exactement. Donc l'ajout d'un nouveau bénéficiaire, un virement, ça c'est des opérations sensibles. Et donc voilà, on a vraiment là, on adresse des messages vraiment pour les informer et qui restent vigilants lors de ces opérations. Et bien. Également, pour protéger davantage nos clients, on met en place des pare-feux pour sécuriser leurs opérations. Donc, on a une vigilance sur nos transactions en temps réel, ce qui nous permet de détecter en fait des comportements parfois suspects ou inhabituels et de bloquer immédiatement ces opérations. Oui. Et puis, il y a aussi la réglementation. Donc, on se conforme bien sûr à la réglementation pour sécuriser notamment les paiements en ligne. Ça, c'est pénible. Alors oui, c'est pénible, mais au moins on s'assure que c'est vous qui réalisez l'opération. Donc quand vous réalisez une opération en ligne, on vous demande donc de valider l'opération à travers l'application mobile ou par la saisie d'un code à usage unique. Alors oui, je sais que ça peut être parfois pénible. Non, mais parce que j'aime bien râler. Dans l'expérience client, mais vraiment c'est pour renforcer cette sécurité et c'est aujourd'hui essentiel de le faire et de le rappeler. Et puis on protège aussi, on a une protection renforcée sur le phishing, donc on va surveiller les tentatives de phishing qui cibleraient nos clients. Et puis on travaille avec les autorités pour faire fermer ces sites dès qu'ils sont détectés. C'est ça, et puis je crois même au niveau des... Je sais qu'il y avait beaucoup de réflexions autour des numéros de téléphone mobile, où là aussi, c'était un problème du côté des opérateurs télécoms. On a un petit peu durci pour qu'on ne puisse pas comme ça usurper les numéros des banques. En tout cas, avoir le nom des banques. Voilà, bon ça donne quand même un accompagnement très complet. On a quelques questions qui sont tombées pendant l'inscription. Moi j'aime bien celle-là, j'aime bien celle de Frédéric pour commencer. Lui il dit comment moi je peux devenir finfluenceur? Il y a une école, Jeanne, de finfluenceur? Non, malheureusement pas encore. Quoi qu'on pourrait en voir apparaître. Je pense qu'il y a déjà des... Voilà. Exactement. Alors pour devenir finfluenceur, déjà commencer par une formation, c'est bien. C'est peut-être, voilà. Être agrémenté, assermenté, c'est toujours mieux. Avoir des choses à dire, avoir du contenu à partager à son audience. Et puis, surtout, je pense qu'il faut se lancer parce que c'est pas facile non plus de parler sur les réseaux sociaux, d'être percer, d'avoir quelque chose d'original. C'est ça. Oui. L'entourage qui vous dit mais pourquoi tu fais ça? Enfin bon, plein de choses qui font que c'est pas forcément simple. Donc commencer par se former et puis ensuite se lancer. Exactement. Vera, faut-il suivre les formations pour devenir riche proposées par Instagram et Facebook? Alors, je pense que c'est une question un peu plus large. Il y en a une autre d'ailleurs qui est intéressante de Christopher. Quel est le prix correct d'une formation proposée par différents influenceurs? Là, ce qu'on peut peut-être dire, c'est qu'il y a formation et formation. Déjà, la formation pour devenir riche, si on reprend votre logique des red flags, je me dis que ça sent pas bon. Non, puis on aurait tous choisi cette formation. Voilà, on serait tous riches. Exactement. On ferait ce webinaire depuis une plage de sable blanc. Non, je pense qu'il faut différencier les
bonne formation des fraudes, justement, parce qu'il y a quand même des formations qui sont intéressantes et qui sont proposées via les réseaux sociaux. Et le prix, effectivement, peut être un indicateur qui nous permet de différencier une bonne proposition d'une mauvaise proposition. Je pense qu'une formation autour des 2 000 €, ça reste correct. Il faut aussi s'assurer du contenu qu'on va avoir dans cette formation. Quelles sont les promesses ? Quelles sont les promesses, la durée, et jauger en fait en fonction de ce qu'on va nous proposer, de la promesse. Est-ce que le prix est adéquat ou pas? Je pense qu'au-dessus de 2 000 €, il faut commencer à s'interroger quand même. Oui. Ça commence à être un certain montant. Gros investissement. Donc voilà, il n'y a pas de règle sur les montants, mais voilà, toujours garder ce bon sens qu'on a évoqué tout au long de ce webinaire et essayer de se renseigner un petit peu avant. Ouais, vous le disiez, hein, le contenu, éventuellement l'évaluation des connaissances, la promesse, est-ce que devenir riche, bon, est-ce que c'est par exemple mieux maîtriser les ordres de bourse? On est déjà dans quelque chose de plus concret. Et peut-être aussi on peut rajouter, et là aussi c'est un signal intéressant, achète cette formation et puis fais-la souscrire à 2 de tes amis par exemple. J'avais jamais vu ça. Si, c'est un système aussi qui est fréquent, qui est ni plus ni moins qu'une pyramide de Ponzi. Ouais, on vous dit forme-toi grâce à ma super méthode et puis recrute de nouvelles personnes pour se former. Donc là, vous avez déjà aussi une indication que la formation n'est pas vraiment l'objet en lui-même, mais plus la mécanique qui est derrière de celle de vous faire toujours souscrire de plus en plus de monde. Michel nous demande, les finfluenceurs ne sont pas présents que sur les réseaux sociaux. Comment les médias pourront-ils à l'avenir brider leur influence sans cesse grandissante, les arnaques faisant de plus en plus de dégâts avec l'aide de l'intelligence artificielle? Alors la question là-dessus, c'est finalement un petit peu les points que vous avez abordés. Comment on vérifie ces sources alors que on voit de plus en plus de choses? C'est peut-être ça finalement, c'est de retrouver les sources fiables. Hein. C'est un petit peu le réflexe à avoir. Ouais. Et on peut citer notamment le site de Boursorama, qui est le premier site d'information financière, donc qui, on peut le dire, est fiable. Boursorama, voilà. N'hésitez pas à vous rendre sur Boursorama si vous avez des questions. Non, mais oui, après, je pense qu'il faut faire des recherches. Il y a un célèbre adage qui dit « do your own research ». Voilà, faites vos propres recherches, allez sur différents sites, comparez. Pas que sur les réseaux sociaux. Pas que sur les réseaux sociaux, même pas du tout, si possible. Voilà, vraiment essayer de trouver autre chose. Mais je pense que c'est compliqué pour les médias aujourd'hui de brider les influenceurs. En tout cas, pour l'instant, je ne vois pas vraiment comment ils peuvent agir à ce niveau-là. Bon, est-ce qu'on a répondu à toutes les questions en régie ou est-ce qu'on a encore des choses en stock? Eh bien, écoutez, voilà, on a fait le tour. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir expliqué, décrypté pour nous la mécanique, l'influence de ces influenceurs et aussi les mises en garde pour se protéger des arnaqueurs et des arnaques. On espère que ça vous a intéressé et puis surtout que ça vous a donné des réflexes pour vous protéger de ces arnaques et ainsi pouvoir faire de vrais investissements qui, malgré la risque de perte en capital et les performances passées qui ne présagent pas des performances futures, pourront construire une belle épargne sur le long terme. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir. On se retrouve demain pour un nouveau webinaire. On parlera retraite et on se dira quoi? On n'est jamais trop vieux pour préparer sa retraite et on n'est jamais trop jeune non plus. Donc voilà, on fera le point sur le sujet et on parlera notamment du PER. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne soirée et à demain.